Imaginez le silence absolu, un silence total, écrasant, une vacuité où l'air lui-même n'existe pas pour transporter le moindre son. C'est ainsi que nous nous représentons l'espace. Mais et si je vous disais que ce calme n'est qu'une illusion, que dans cette noirceur muette se cache quelque chose que les astronautes décrivent comme de la musique, des sifflements ou même des cris? Bienvenue dans un récit qui pourrait bien troubler votre sommeil avant de vous révéler l'un des mystères les plus fascinants de la conquête spatiale. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que l'on appelle la musique de l'espace. Un phénomène qui, pendant des décennies, a laissé les scientifiques de la NASA perplexes et qui, selon certaines rumeurs, aurait fait vaciller la raison des meilleurs pilotes. Nous allons plonger dans les archives déclassifiées, analyser les données scientifiques et tenter de comprendre. S'agit-il d'un phénomène physique bien réel, d'une hallucination aux limites de la résistance humaine ou de quelque chose de tout à fait différent? Préparez-vous. Nous partons pour la face cachée de la Lune, et bien au-delà, pour entendre ce qui n'aurait jamais dû être entendu. Notre histoire commence en mai 1969. À peine 2 mois avant le pas historique de Neil Armstrong sur la Lune, l'équipage de la mission Apollo 10, composé de Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan, effectuait la répétition générale de l'événement. Leur mission, orbiter autour de la Lune, tester toutes les manœuvres et revenir sur Terre. Alors que leur module de commande, le Charlie Brown, passait derrière la face cachée de la Lune, le contact radio avec Houston fut coupé. C'était un moment attendu, une procédure standard. Les astronautes se retrouvèrent alors dans une isolation radio totale, coupés du reste de l'humanité. C'est précisément à cet instant, dans ce silence assourdissant, que leurs casques furent envahis par des sons étranges, venus d'ailleurs. Une sorte de musique sifflante et mystérieuse qui dura près d'1 heure. Les astronautes étaient stupéfaits. Dans leurs échanges, on les entend tenter de comprendre l'origine de ce bruit, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait de rapporter ou non l'incident à la Terre, de peur qu'on ne les croie pas ou qu'on les prenne pour des fous. Les enregistrements de leurs conversations, ainsi que les sons eux-mêmes, furent classés secrets par la NASA et ne furent révélés au public que des décennies plus tard. C'est cet incident qui marqua le début du grand mystère de la musique spatiale et força les scientifiques à revoir leur perception du son dans le vide absolu. Alors, qu'était donc cette fameuse musique de l'espace entendue par l'équipage d'Apollo 10 ? Dans les enregistrements audio, aujourd'hui déclassifiés, on perçoit nettement l'étonnement et même l'inquiétude dans la voix des astronautes. « Tu entends ça, toi aussi ?» demande l'un d'eux. « On dirait une sorte de musique venue d'ailleurs », répond son coéquipier. Le son est décrit comme un sifflement aigu, un étrange gémissement qui monte et redescend, formant une mélodie mystérieuse et surnaturelle. Pour ces pilotes et ingénieurs chevronnés habitués au moindre bruit de leur vaisseau, ce son était totalement inédit et inexplicable. Il faut bien comprendre le contexte. Ils survolaient alors la face cachée de la Lune à 100 km d'altitude. Dans cette zone, toute communication avec la Terre est impossible. Ils étaient absolument seuls au monde. Cet isolement total ajoutait une dimension mystique et angoissante à la situation, à tel point qu'ils ont hésité à en informer le centre de contrôle. « Personne ne nous croira », disait Eugene Cernan. La peur d'être incompris ou qu'on les imagine rendus fous par la solitude était si forte qu'ils ont sérieusement envisagé de garder le silence. Heureusement pour l'histoire, tous leurs échanges étaient captés par l'enregistreur de bord. Ces bandes sont restées classées, secret défense, dans les archives de la NASA pendant près de 40 ans, alimentant de nombreuses rumeurs et théories du complot sur ce que l'agence spatiale cache réellement à l'humanité. Lorsque les détails de l'incident d'Apollo 10 ont commencé à filtrer, avant d'être officiellement déclassifiés,
une véritable tempête de théories a déferlé sur le public. Les hypothèses allaient des plus rationnelles aux plus fantaisistes. Certains suggéraient qu'il s'agissait de signaux émis par une civilisation extraterrestre cherchant à entrer en contact avec les premiers ambassadeurs de l'humanité en orbite lunaire. D'autres penchaient pour un phénomène physique encore inconnu, propre à l'environnement de la Lune. Le mutisme prolongé de la NASA n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Pourtant, la science officielle restait sceptique. L'argument était simple et sans appel. Le son, tel que nous le connaissons, est une vibration mécanique qui a besoin d'un milieu porteur, comme l'air ou l'eau pour se déplacer. Dans le vide spatial, où la matière est quasi absente, les ondes sonores ne peuvent tout simplement pas se propager. C'est une loi fondamentale de la physique. C'est pourquoi les chercheurs ont fini par chercher l'explication non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur même du vaisseau. Pendant des années, la théorie privilégiée fut celle des interférences radio. On supposait que ces sons étranges résultaient du croisement des ondes entre le module lunaire Snoopy et le module de commande Charlie Brown, lorsqu'ils étaient à proximité l'un de l'autre. Mais un mystère demeurait. Pourquoi ces bruits étaient-ils si mélodieux et structurés au lieu de ressembler à un simple parasite chaotique? Penchons-nous sur le plus grand paradoxe scientifique de notre récit, le son dans le vide. La science-fiction nous a habitués au rugissement des réacteurs et au fracas des explosions, mais la réalité est tout autre. L'espace est silencieux. Une onde sonore est, par définition, un transfert d'énergie provoqué par la collision de molécules. Or, dans le vide spatial, les molécules sont tellement dispersées que cette transmission est physiquement impossible. Imaginez une table de billard où les boules représenteraient les molécules. Si elles sont regroupées, un choc se propage instantanément à l'ensemble. Mais si vous n'avez que 2 ou 3 boules éparpillées aux 4 coins de la table, en frapper une n'aura aucun impact sur les autres. L'espace, c'est précisément cette table quasiment vide. Mais alors, l'univers est-il totalement muet? Pas exactement. C'est ici qu'intervient une notion clé, les ondes électromagnétiques. Contrairement au son, la lumière ou les ondes radio n'ont besoin d'aucun support matériel pour se déplacer. Elles voyagent librement à travers le vide. C'est là que l'histoire devient fascinante. L'univers est littéralement saturé de ces ondes, émises par les étoiles, les planètes et les nébuleuses. Nos oreilles, bien sûr, ne peuvent pas capter directement ces signaux radio. Toutefois, nous possédons des technologies capables de les intercepter pour les traduire en sons audibles. C'est le rôle des radiotélescopes et des instruments embarqués sur les sondes spatiales. Par conséquent, lorsqu'on parle des sons de l'espace, on parle en réalité de sonification. C'est le procédé qui consiste à convertir des données électromagnétiques en fréquences sonores que nous pouvons enfin écouter et analyser. Alors, que s'est-il vraiment passé à bord d'Apollo 10 ? S'agissait-il réellement de simples interférences radio entre les deux modules ? Cette explication, bien que séduisante, comporte des zones d'ombre. D'abord, Michael Collins, l'astronaute de la mission Apollo 11, a rapporté avoir entendu des sons étranges similaires alors qu'il orbitait seul autour de la Lune. Pourtant, il n'y avait aucun autre vaisseau à proximité pour créer de telles interférences, ce qui fragilise sérieusement cette théorie. De plus, les ingénieurs de la NASA eux-mêmes ont admis que la nature de cette musique ne ressemblait en rien à des parasites ordinaires. C'est là qu'intervient une hypothèse plus moderne et sophistiquée, liée au plasma et aux champs magnétiques. Car si l'espace est un vide, il n'est pas totalement vide pour autant. Il est rempli de particules chargées, le plasma, éjecté par le Soleil, ce qu'on appelle le vent solaire. Lorsque ce flux interagit avec les champs magnétiques,
il crée des phénomènes électromagnétiques très complexes. Ces ondulations, appelées ondes de plasma, peuvent être captées par les antennes d'un vaisseau spatial. Et c'est là que ça devient fascinant. L'électronique de bord peut, sans le vouloir, convertir ces signaux radio en fréquences audibles qui finissent directement dans le casque des astronautes. En clair, ce qu'ils entendaient n'était pas un son voyageant dans le vide, mais le résultat d'une interaction entre l'environnement spatial et leur propre équipement. C'était, en quelque sorte, une véritable musique cosmique naturelle, jouée sur les antennes du vaisseau comme sur les cordes d'un instrument. Cette théorie a été confirmée depuis les confins de l'espace par 2 sondes légendaires, Voyager 1 et Voyager 2. Lancées en 1977, elles étaient équipées d'instruments spécifiques capables de capter les ondes de plasma. En frôlant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ces sondes ont enregistré une incroyable variété d'oscillations électromagnétiques au sein des magnétosphères de ces géantes gazeuses. Lorsque les scientifiques de la NASA ont converti ces données en sons, la surprise fut totale. Le monde a pu découvrir ce que l'on appelle désormais le chœur, le sifflement ou le souffle de l'espace. Chaque planète possède sa propre signature sonore. Les enregistrements de Jupiter évoquent des chants de dauphins ou d'oiseaux cosmiques, tandis que Saturne produit des pulsations lugubres sorties tout droit d'un film d'horreur. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des données bien réelles. Elles prouvent que le vide spatial regorge d'une activité électromagnétique que l'on peut entendre si l'on dispose des bons récepteurs. Les missions Voyager ont démontré que le phénomène rencontré par les astronautes d'Apollo n'était pas unique à la Lune. C'est une constante universelle, présente partout où le plasma interagit avec des champs magnétiques. Ces sondes agissent comme de véritables oreilles géantes, nous permettant d'écouter la symphonie du système solaire. Au-delà de l'émotion, ces sons nous livrent des informations scientifiques précieuses sur la densité du plasma et la puissance des champs magnétiques à des millions de kilomètres de la Terre. Quittons maintenant la physique pour nous intéresser à la psychologie. Car il y a une différence fondamentale entre les données objectives des sondes Voyager et le ressenti subjectif d'un humain enfermé dans une capsule étroite à des centaines de milliers de kilomètres de chez lui. Les vols spatiaux, de longue durée, sont une épreuve colossale pour l'esprit. Les astronautes subissent une sélection drastique et sont entraînés pendant des années à vivre dans des conditions extrêmes. Mais même le plus solide des hommes reste humain. Dans l'espace, les ennemis invisibles sont l'isolement, la privation sensorielle et le stress. Imaginez, vous vivez et travaillez pendant des mois dans un espace confiné avec les mêmes personnes. Par le hublot, il n'y a que le vide, un noir infini et des étoiles lointaines. Vos seuls liens avec la Terre et vos proches se limitent à des communications radio différées. La pression est immense. Privé de ses repères habituels, le cerveau finit par réagir étrangement. Il cherche à combler le silence. C'est le phénomène de la privation sensorielle. Le cerveau génère lui-même des images, des sons et des sensations. Cela peut provoquer de légères hallucinations. On croit entendre une musique lointaine, des pas ou des voix. Ce n'est pas un signe de folie, mais une réaction normale du système nerveux à un environnement anormal. C'est pourquoi, lorsque nous analysons les récits d'astronautes mentionnant des bruits étranges, nous devons toujours tenir compte de ce puissant facteur psychologique. Il existe un nom pour ce phénomène où notre cerveau s'obstine à chercher des formes familières dans le chaos, la pareidolie. L'exemple le plus courant, c'est quand on croit reconnaître des visages ou des animaux dans les nuages. Mais ce mécanisme fonctionne aussi avec l'ouïe. C'est ce qu'on appelle la pareidolie auditive. Face à un bruit aléatoire, comme le ronronnement d'un ventilateur ou les parasites d'une radio, notre cerveau tente désespérément d'y trouver une structure logique.
Il peut alors extraire du tumulte une mélodie, des paroles ou même un simple murmure. Imaginez maintenant la situation des astronautes. Ils sont plongés en permanence dans le bourdonnement monotone des systèmes de survie, rythmés par des cliquetis de relais et des grésillements radio. Ajoutez à cela le stress, la fatigue et l'isolement. Dans cet état, le cerveau devient hypersensible à la moindre anomalie. Et quand l'antenne du vaisseau capte de réelles ondes électromagnétiques venues de l'espace, bien que chaotiques, l'esprit de l'astronaute peut les interpréter comme quelque chose de cohérent, comme de la musique. Cela ne veut pas dire que le son n'existait pas. Il était bien là. Mais le percevoir comme une œuvre organisée et mélodieuse, c'est le travail de notre conscience. C'est une fusion fascinante entre un phénomène physique objectif et une perception psychologique subjective. En fin de compte, l'espace chante réellement, mais nous n'entendons sa chanson que parce que notre cerveau joue les compositeurs, transformant des notes aléatoires en une véritable symphonie. Les rumeurs de folie spatiale accompagnent l'exploration du cosmos depuis ses tout débuts. La culture populaire adore l'image de l'astronaute qui perd la raison face à l'immensité du vide. Mais qu'en est-il réellement? La NASA et les autres agences spatiales prennent la santé mentale de leurs équipages très au sérieux. La sélection des candidats passe par des tests psychologiques d'une extrême rigueur visant à écarter la moindre prédisposition à l'instabilité. S'ensuit une longue préparation incluant des simulations de vol et des missions d'isolement prolongées, que ce soit dans des laboratoires sous-marins ou des stations en Antarctique. On apprend aux astronautes à travailler en équipe, à désamorcer les conflits et à gérer le stress comme la fatigue. Une fois en orbite, leur état est suivi en permanence par des psychologues restés au sol. Malgré ces précautions, des difficultés psychologiques surviennent parfois, mais elles n'ont rien à voir avec une perte de lucidité. Il s'agit le plus souvent de phases de déprime, d'irritabilité, de troubles du sommeil ou de tensions au sein de l'équipage, des réactions tout à fait humaines face à des conditions extrêmes. En réalité, aucun cas de psychose grave n'a jamais été recensé dans l'histoire de la conquête spatiale. Le mythe de la folie spatiale est surtout alimenté par notre propre angoisse face à l'inconnu et à l'infini. Les astronautes ne sont pas des super-héros dénués d'émotions, mais des professionnels de haut niveau capables de supporter une pression colossale tout en gardant les pieds sur terre, même à des milliers de kilomètres de chez eux. L'histoire spatiale regorge pourtant d'autres phénomènes acoustiques tout aussi mystérieux. L'un des plus célèbres concerne le premier taïkonaute chinois, Yang Liwei. En 2003, lors de son vol inaugural à bord du vaisseau Shenzhou 5, il aperçut un bruit des plus étranges. Il l'a décrit comme le son d'un maillet en bois frappant contre un seau en fer. Ce bruit surgissait brusquement, sans raison apparente, et ne ressemblait en rien aux sonorités habituelles d'un vaisseau en fonctionnement. Inquiet, Yang Liwei a scruté le hublot, mais n'a rien vu qui puisse expliquer un tel vacarme. À son retour sur Terre, il s'est empressé de décrire l'incident aux ingénieurs. Les techniciens ont tenté de reproduire le phénomène en simulant divers scénarios, sans toutefois parvenir à une explication définitive. Ce qui rend le récit de Yang Liwei fascinant, c'est sa différence radicale avec l'incident d'Apollo 10. Ici, point de sifflement ou de musique spatiale, mais un martèlement sec et mécanique. Plus troublant encore, d'autres taïkonautes ont rapporté avoir entendu le même bruit lors de missions ultérieures. Cela laisse supposer qu'il ne s'agissait ni d'une illusion auditive, ni d'une interaction avec le plasma cosmique. L'explication la plus probable aujourd'hui réside dans la déformation de la structure du vaisseau. Soumise à d'énormes variations de température lors du passage dans l'ombre de la Terre ou de son exposition au Soleil, la coque se contracte ou se dilate. Ce processus physique peut générer des bruits secs, semblables à des claquements ou des coups.
Si cette explication peut paraître prosaïque, elle justifie parfaitement l'origine du bruit et le fait qu'il ait été entendu par plusieurs équipages à bord de vaisseaux de conception identiques. Revenons maintenant vers la Terre. Car savez-vous que notre propre planète est l'une des sources les plus intenses de bruit cosmique dans tout le système solaire? La Terre possède un puissant champ magnétique qui agit comme un bouclier contre les radiations solaires nocives. Cette protection, la magnétosphère, s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres dans l'espace. Lorsque les particules chargées du vent solaire percutent ce bouclier, une interaction spectaculaire se produit. C'est un peu comme si le vent faisait vibrer les cordes d'une harpe géante. Ici, les cordes sont les lignes de force du champ magnétique terrestre. De cette vibration naissent de puissantes ondes électromagnétiques que nous pouvons enregistrer. Les scientifiques ont donné des noms évocateurs à ces phénomènes: le chœur, le souffle et les sifflements. Le chœur, par exemple, est une suite de sons montants qui évoquent étrangement le chant des oiseaux au lever du jour. On pense que ce sont ces ondes qui déclenchent dans les aurores polaires lorsque les particules solaires sont guidées le long des lignes magnétiques vers les pôles avant de percuter notre atmosphère. Quant au sifflement, ce sont des ondes de basse fréquence créées par la foudre. L'énergie des éclairs voyage d'un hémisphère à l'autre en suivant les lignes du champ magnétique, produisant un sifflement descendant bien particulier que captent nos instruments. Ces sons sont bien plus qu'une simple curiosité acoustique. En les analysant, les chercheurs décryptent les secrets de la magnétosphère et de l'activité du Soleil. C'est ce qu'on appelle la météo spatiale, un domaine crucial, car elle peut perturber nos satellites, nos communications et même nos réseaux électriques ici sur Terre. Au-delà des sons mystérieux de l'espace, il existe une autre source de bruit permanente pour les astronautes, le vaisseau lui-même. Que ce soit la Station spatiale internationale ou n'importe quel autre engin habité, c'est une machine d'une complexité inouïe qui ne garde jamais le silence. Imaginez un instant vivre au cœur d'un mécanisme géant, en marche jour et nuit. 24 heures sur 24, les ventilateurs du système de survie brassent l'air dans un ronronnement continu. Les pompes à liquide de refroidissement vrombissent, les vannes et les relais cliquettent, tandis que les équipements de sport vibrent sous l'effort. À bord de l'ISS, ce bruit de fond est omniprésent. Il atteint environ 60 à 70 décibels, soit l'équivalent d'un aspirateur en marche. Les astronautes racontent qu'avec le temps, on finit par s'y habituer, mais ce bourdonnement ne s'arrête jamais vraiment. Pour trouver le sommeil, beaucoup n'ont d'autre choix que d'utiliser des bouchons d'oreille. Dans ce vacarme constant, le moindre bruit inhabituel, un grincement, un clic ou un choc, attire immédiatement l'attention. L'équipage apprend à écouter sa maison spatiale, car le moindre son suspect peut signaler une panne ou une anomalie. Ce fameux frappement, entendu par le taïkonaute Yang Liwei, n'était peut-être, au fond, qu'un bruit de dilatation thermique, un craquement sec se détachant brusquement du ronflement habituel. Finalement, l'univers sonore d'un vaisseau est une symphonie mécanique complexe, où le vrombissement monotone des machines côtoie des anomalies sonores parfois inquiétantes, provoquées par les forces invisibles de l'espace. Mais au fait, les sons de l'espace pourraient-ils être dangereux? S'agissant des ondes électromagnétiques dont nous avons parlé, rassurez-vous, elles sont totalement inoffensives pour l'homme. Nous baignons littéralement dans les ondes radio au quotidien, qu'elles proviennent de la télévision, de nos téléphones portables ou de nos bornes Wi-Fi. Celles qui nous parviennent du cosmos sont de même nature. Seule leur source change. L'impact psychologique, en revanche, c'est une autre histoire, histoire. Pour une personne de nature anxieuse, entendre des bruits étranges et inexpliqués dans un environnement aussi stressant que l'espace peut vite devenir oppressant. Mais il existe une autre piste, plus fascinante encore, celle des infrasons. Les infrasons
sont des vibrations sonores dont la fréquence est trop basse pour être captée par l'oreille humaine. En dessous de 20 Hz. On ne les entend pas, mais notre corps, lui, les ressent. On sait que certaines fréquences d'infrasons agissent directement sur notre psyché. Elles peuvent provoquer une peur panique sans raison apparente, une profonde mélancolie ou même des hallucinations visuelles dues à la vibration du globe oculaire. Dans des cas extrêmes, cela peut même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ces infrasons sont généralement produits par des machines, comme des turbines ou des systèmes de ventilation. Il est donc théoriquement possible que l'équipement à bord d'un vaisseau spatial en génère. Une exposition prolongée expliquerait alors certaines sensations étranges et le malaise psychologique ressenti par certains astronautes. Même si cette théorie reste à confirmer scientifiquement dans le cadre des vols spatiaux, elle apporte un éclairage passionnant sur les mystères de l'esprit humain face à l'immensité du cosmos. Comment la NASA relève-t-elle ces défis aujourd'hui à l'approche des futures missions habitées vers Mars ? La préparation psychologique est devenue cruciale, bien plus qu'à l'époque des missions Apollo. Les futurs pionniers ne passeront pas quelques semaines, mais plusieurs années en isolation totale. Avec un décalage de communication pouvant atteindre 21 minutes dans chaque sens, toute conversation en temps réel avec la Terre sera impossible. L'équipage devra être parfaitement autonome. C'est pourquoi la NASA multiplie les simulations d'isolement prolongées ici, sur Terre. Prenez le projet HISEAS. Des volontaires vivent durant plusieurs mois dans un dôme spécial, sur les flancs d'un volcan à Hawaï, pour recréer les conditions de vie martienne. Sortis en scaphandre, nourriture lyophilisée et communication différée font partie de leur quotidien. Les chercheurs analysent scrupuleusement leur état psychologique, la cohésion du groupe et leur capacité à gérer le stress ou les conflits. Une attention particulière est portée à la privation sensorielle. Pour y remédier, des systèmes de réalité virtuelle sont en cours de développement. Ils permettront aux astronautes de s'évader un instant chez eux, de marcher en forêt ou de s'asseoir au bord de l'océan. L'impact de l'éclairage, des odeurs et de l'ambiance sonore sur le moral est également au cœur des recherches. Les futurs vaisseaux pourraient ainsi diffuser des sons de la nature pour rompre le bourdonnement monotone des machines et le silence oppressant de l'espace. Tout est mis en œuvre pour minimiser les risques et garantir que les premiers explorateurs de Mars soient prêts, physiquement et mentalement, à vivre la plus grande aventure de l'histoire de l'humanité. Revenons à la physique pour explorer d'autres sources de sons dans l'univers, au-delà des magnétosphères planétaires. L'une des plus fascinantes, ce sont les pulsars. Un pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide, le vestige d'une explosion de supernova. C'est un objet d'une densité phénoménale. Une seule petite cuillère de sa matière pèserait des milliards de tonnes. Ces astres possèdent un champ magnétique colossal et projettent des faisceaux de rayonnement radio depuis leur pôle magnétique. À mesure que l'étoile tourne, ces faisceaux balayent le cosmos, un peu comme les éclats d'un phare. Si l'un de ces faisceaux croise la trajectoire de la Terre, nos radiotélescopes captent alors des impulsions parfaitement régulières. Lorsqu'on convertit ces signaux radio en sons, on obtient un battement rythmique, presque mécanique, qui rappelle le tic-tac d'une horloge ou un roulement de tambour. Lors de leur découverte en 1967, les astronomes les avaient d'abord surnommés, avec humour, LGM1, pour Little Green Men ou Petits Hommes Verts. Ces signaux étaient si réguliers qu'ils semblaient artificiels. On a bien sûr compris plus tard qu'ils étaient d'origine tout à fait naturelle. Pourtant, le chant des pulsars reste l'un des phénomènes les plus envoûtants que l'on puisse capter depuis les profondeurs de l'espace. C'est la résonance d'une horloge cosmique, marquant le temps à une échelle qui dépasse l'imagination. Et qu'en est-il des objets les plus fascinants de l'univers, les trous noirs? Peuvent-ils émettre des sons? Au sens classique du terme, non.
Pourtant, la science a trouvé un moyen de les écouter. En 2015, un événement historique a eu lieu. Les observatoires LIGO et Virgo ont détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, ces ondulations de la trame même de l'espace-temps, prédites autrefois par Einstein. Ces ondes provenaient de la fusion de deux trous noirs colossaux, survenus il y a plus d'1 milliard d'années. Contrairement à la lumière, les ondes gravitationnelles ne sont pas des rayonnements électromagnétiques, mais des vibrations de l'espace lui-même. En convertissant ces vibrations en fréquences audibles, les chercheurs ont pu obtenir un signal sonore. Ce qu'ils ont entendu était un son très bref, une sorte de sifflement ascendant que les scientifiques appellent un pépiment. Ce petit sursaut sonore témoigne d'un cataclysme inimaginable. En une fraction de seconde, une masse équivalente à 3 soleils a été convertie en pure énergie. C'est le son le plus puissant jamais enregistré par l'humanité. Depuis lors, l'astronomie gravitationnelle nous a ouvert une oreille inédite sur le cosmos. Nous pouvons désormais capter les collisions de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, nous offrant un accès direct aux phénomènes les plus extrêmes de notre univers. En résumé, on s'aperçoit que les sons de l'espace ne constituent pas un phénomène unique, mais plutôt toute une gamme de manifestations différentes. D'une part, il y a l'interaction directe du milieu spatial avec les équipements, comme ce fut le cas lors de la mission Apollo 10. Les antennes radio du vaisseau ont capté des ondes de plasma naturelles présentes autour de la Lune, que l'électronique de bord a ensuite transformées en sifflements et en bourdonnements audibles. C'est un phénomène physique bien réel, qui a d'ailleurs été confirmé plus tard par les enregistrements des sondes Voyager. D'autre part, nous touchons à la psychologie humaine. Sous l'effet du stress et de la privation sensorielle, notre cerveau cherche naturellement à mettre de l'ordre dans le chaos. Il interprète alors des bruits aléatoires, comme des sons familiers, voire comme de la musique. Il ne s'agit pas d'hallucinations au sens propre, mais plutôt d'une réinterprétation créative de signaux réels, bien que dénués de sens. Enfin, il existe des bruits purement mécaniques générés par le vaisseau lui-même, tels que les craquements dus à la dilatation thermique qu'ont pu entendre les taïkonautes chinois. Ces sons n'ont absolument aucun lien avec le vide spatial, mais dans un environnement aussi inhabituel, ils peuvent facilement être perçus comme quelque chose de mystérieux. Tous ces facteurs s'entremêlent pour former un tableau complexe, donnant ainsi naissance au mythe de ces sons étranges qui seraient capables de rendre les astronautes fous. Penchons-nous à nouveau sur les transcriptions de la mission Apollo 10. Leur réaction est extrêmement révélatrice. Au lieu de céder à la panique, ils font preuve d'une curiosité purement professionnelle. Ou. C'est ainsi que l'un d'eux imite le son qu'ils entendent. Ils tentent de l'analyser, de le comparer à quelque chose de familier. C'est un véritable dialogue de chercheurs face à l'inconnu. Ce qui est frappant, c'est qu'ils remettent en question leur propre perception. L'idée que ce ne soit qu'une impression traverse leurs échanges, et ils vont même jusqu'à en plaisanter. Cela démontre un niveau exceptionnel de préparation et de sang-froid. Ils sont conscients d'être dans un environnement extrême où les sens peuvent être trompeurs. Leur décision de rapporter l'incident, malgré leurs appréhensions, témoigne d'un immense professionnalisme. Ils comprenaient que n'importe quelle anomalie, aussi étrange soit-elle, pouvait être capitale pour la sécurité des missions futures. Finalement, l'histoire d'Apollo 10 n'est pas celle d'astronautes effrayés par une musique fantomatique. C'est l'histoire de spécialistes de haut vol qui, face à l'inexplicable, ont su documenter les faits avec précision pour les transmettre aux scientifiques. C'est cette démarche qui nous a conduit à une meilleure compréhension de la physique de l'espace. Leur expérience reste, aujourd'hui encore, une contribution précieuse à la science. Grâce aux technologies de pointe, nous pouvons désormais écouter l'univers avec une précision sans précédent. Des radiotélescopes répartis aux 4 coins du globe,
interconnectés pour former un réseau unique, créent un télescope virtuel de la taille de notre planète. Ces instruments sont capables de capter les signaux radio les plus ténus émanant d'objets situés aux confins de l'univers visible. Pour traiter l'immense flux de données générées, les scientifiques s'appuient sur l'intelligence artificielle. Des réseaux de neurones sont entraînés à identifier des signatures connues, celles de pulsars, de quasars ou de galaxies lointaines, tout en traquant la moindre anomalie qui pourrait signaler un phénomène encore inconnu. Ce processus n'est pas sans rappeler la manière dont notre propre cerveau tente de distinguer un sens au milieu du bruit. De la même façon, l'intelligence artificielle passe au crible des téraoctets de souffles cosmiques à la recherche d'une régularité, d'une structure. C'est là tout l'enjeu du programme SETI, dédié à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Ces chercheurs analysent les ondes venues de l'espace dans l'espoir d'y déceler une trace artificielle, un signal qui ne pourrait être le simple produit de processus naturels. Jusqu'à présent, chaque écho capté a trouvé une explication scientifique conventionnelle. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, au cœur de cette vaste symphonie céleste, nous finirons par distinguer un message porteur de sens. Ce jour-là, le mystère des voix du cosmos basculerait alors dans une dimension nouvelle, absolument fascinante. Il est impossible de passer à côté de l'immense impact culturel de ces sons de l'espace. Lorsque la NASA a dévoilé les enregistrements des sondes Voyager, l'effet fut immédiat, et ce, bien au-delà de la sphère scientifique. Musiciens, artistes et grand public, tout le monde a été fasciné. Ces sonorités étranges, presque irréelles, sont devenues une source d'inspiration intarissable. Les artistes électro s'en sont emparés pour enrichir leurs morceaux, tandis que des compositeurs imaginaient de véritables symphonies basées sur le chant des planètes. Ces ondes sonores sont devenues la bande originale de notre vision de l'univers, un espace mystérieux, infini et profondément étranger. Elles ont balayé le vieux cliché d'un silence de mort pour laisser place à l'image d'un cosmos vibrant et bien vivant. Grâce à elles, nous ne nous contentons plus d'observer l'espace. Nous le ressentons intimement. Écouter ces captations est une forme de méditation, une façon de toucher du doigt l'immensité du monde. Elles nous rappellent avec humilité tout ce qu'il nous reste à découvrir par-delà notre atmosphère. En ce sens, cette musique spatiale, entendue par l'équipage d'Apollo 10, restera comme le premier accord d'une immense symphonie de la connaissance. Il y a un aspect essentiel qu'on a souvent tendance à négliger, la différence fondamentale entre ce que captent les machines et ce que perçoit l'être humain. Les instruments de Voyager ont été conçus pour enregistrer des ondes de plasma sur des fréquences très précises. Ils sont objectifs, neutres. Mais l'ouïe humaine est bien plus complexe et subjective. Notre sensibilité varie d'une fréquence à l'autre et notre perception dépend de notre état d'esprit, de notre fatigue ou même de nos attentes. De plus, les astronautes d'Apollo n'entendaient pas ces sons directement. Le signal passait par toute une chaîne technique, des ondes spatiales à l'antenne, puis au récepteur, à l'amplificateur, pour finir dans leurs écouteurs. Chaque étape pouvait introduire des distorsions, des bruits de fond ou des artefacts. Le son qui parvenait à leurs oreilles était donc sans doute très différent du signal pur de l'espace. C'est peut-être précisément ce matériel radio qui a donné à ces oscillations chaotiques cette touche musicale si surprenante. C'est un peu comme écouter un morceau sur un vieux poste de radio. Les grésillements et les craquements s'ajoutent à la mélodie et finissent par transformer l'expérience globale. Au bout du compte, le mystère de cette musique de l'espace est tout autant une énigme d'ingénierie que d'acoustique de l'époque. Les astronautes d'Apollo auraient-ils pu confondre ces bruits avec autre chose? Avec les sons de leur propre corps, par exemple? Dans un silence absolu,
l'être humain se met à entendre ce qu'il ignore d'habitude. Les battements de son cœur, le flux sanguin dans ses oreilles, ou même un simple gargouillis d'estomac peuvent alors devenir assourdissants. C'est un phénomène bien connu de ceux qui ont séjourné en chambre anéchoïque, ces pièces à l'isolation phonique totale. Pourtant, les membres de la mission Apollo étaient en des professionnels aguerris, ayant passé des centaines d'heures en simulateur. Ils savaient parfaitement distinguer le silence spatial des bruits internes de leur organisme. De plus, le son qu'ils percevaient était externe. Il arrivait directement dans leur casque. Mais le point le plus crucial reste celui-ci. Plusieurs membres d'équipage l'ont entendu simultanément. Cela exclut d'emblée la thèse d'une simple hallucination auditive individuelle. Ils ont tous été témoins du même phénomène, au même moment. Ce fait est capital, car il nous oblige à chercher l'origine du bruit à l'extérieur, que ce soit dans l'espace ou au sein même du vaisseau. L'hypothèse des bruits organiques ne tient donc pas la route ici, même si elle pourrait expliquer des expériences similaires chez des pilotes solitaires. Faisons le point sur ce que nous savons aujourd'hui. Le mythe selon lequel le son pourrait se propager dans le vide est définitivement écarté. Physiquement, c'est tout simplement impossible. Pourtant, l'espace est loin d'être totalement silencieux. Il regorge d'ondes électromagnétiques et de plasma. Leurs vibrations peuvent être captées par des antennes radio, puis converties en fréquences audibles pour l'oreille humaine. C'est ce que nous appelons communément les sons de l'espace. L'incident de la mission Apollo 10 s'explique probablement ainsi. Les instruments du vaisseau ont capté des ondes de plasma naturelles présentes entre la Terre et la Lune, les transformant en un sifflement étrange. Si les astronautes y ont perçu une sorte de musique, c'est avant tout une réaction de notre cerveau. Face au chaos, et surtout en situation de stress, l'esprit humain cherche instinctivement à créer de l'ordre là où il n'y en a pas. De la même manière, l'idée d'une folie de l'espace est largement exagérée. Les astronautes subissent une sélection psychologique draconienne et un entraînement d'élite. Même s'ils sont soumis à une pression colossale, ils ne perdent pas la raison pour autant. Quant aux mystérieux bruits de cognement rapportés, comme ce fut le cas à bord d'un vaisseau chinois, ils ont plus que probablement une origine technique ou mécanique, liée au fonctionnement même de l'appareil. En résumé, derrière chacun de ces mystères se cache une explication scientifique bien réelle, même si elle n'est pas toujours la plus simple à concevoir. Saviez-vous que des sons identiques à ceux de l'espace peuvent être entendus ici même, sur Terre, sans aucun matériel sophistiqué? On les appelle les sifflements atmosphériques, ou Whistler. Ce sont des ondes radio de très basse fréquence générées par les éclairs lors des orages. Loin des parasites radio de la ville, il est possible de les capter avec un simple récepteur VLF, un appareil que l'on peut facilement fabriquer soi-même. À l'écoute, il ressemble trait pour trait aux signaux spatiaux enregistrés par les satellites. Un sifflement fuyant qui glisse progressivement vers les graves. Ce phénomène s'explique par le voyage du signal radio à travers le plasma de l'ionosphère terrestre. Les ondes de différentes fréquences ne circulent pas à la même vitesse. Les plus hautes arrivent les premières, tandis que les plus basses arrivent avec un léger retard. C'est ce décalage qui crée cet effet de sifflement caractéristique. C'est un exemple concret de la façon dont la physique des plasmas, qu'elle se manifeste autour de la Terre ou dans la magnétosphère de Jupiter, produit des phénomènes sonores universels. Cela prouve, une fois de plus, que la PUCAN, musique des sphères, n'a rien de mystique. C'est une réalité tangible et un domaine passionnant de la radiophysique. L'avenir de l'étude de ces phénomènes s'annonce plus fascinant que jamais. De nouvelles missions spatiales, comme la sonde Parker Solar Probe, qui frôle le Soleil à une distance record, ou JUICE, en route vers les lunes glacées de Jupiter, embarquent des instruments de pointe pour analyser le plasma et les champs magnétiques.
Elles vont nous offrir des enregistrements de sons spatiaux, d'une précision et d'une clarté inédites. Ces données permettront non seulement de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux de l'univers, mais aussi d'affiner nos prévisions en météo spatiale. En analysant la nature des ondes de plasma issues du Soleil, nous pourrons par exemple anticiper les éruptions de masse coronale, ces flux puissants qui menacent nos satellites et la sécurité des astronautes en orbite. Ainsi, l'étude de cette musique du cosmos possède une valeur scientifique immense, mais aussi un enjeu pratique crucial pour la suite de l'exploration spatiale. Chaque nouvelle note ajoutée à cette symphonie est un pas de plus vers la sécurité de l'humanité sur le chemin qui nous mène vers les étoiles. Abordons maintenant un autre aspect, le lien entre ces phénomènes et la recherche de la vie. Si le cœur et le sifflement sont d'origine naturelle, la complexité de l'environnement électromagnétique d'une planète est une donnée capitale pour l'astrobiologie. La présence d'une magnétosphère semblable à la nôtre est considérée comme l'un des piliers nécessaires à l'émergence et à la préservation de la vie. Ce bouclier magnétique protège l'atmosphère et la surface des assauts destructeurs du vent solaire et des rayons cosmiques. Sans cette protection, l'atmosphère serait progressivement balayée dans le vide spatial, laissant place à un niveau de radiation mortelle. C'est pourquoi, lorsque nous utilisons des radiotélescopes pour étudier des exoplanètes lointaines, la détection d'un champ magnétique, via ses émissions radio caractéristiques, est un signal extrêmement prometteur. C'est un indice indirect, mais puissant, de l'habitabilité potentielle d'un monde. Qui sait? Peut-être qu'un jour, en captant le chant d'une planète lointaine, nous comprendrons qu'il ne s'agit pas simplement d'une symphonie spatiale, mais d'une véritable berceuse pour la vie. Pour conclure cette exploration sonore, il est impossible de ne pas évoquer le silence. Pour de nombreux astronautes, ce silence absolu et presque irréel lors des sorties dans l'espace reste l'une des expériences les plus bouleversantes. À l'intérieur du scaphandre, on n'entend que sa propre respiration et le ronronnement des systèmes de survie. Mais au-delà du casque, c'est le néant sonore. C'est une sensation à la fois apaisante et terrifiante qui nous confronte brutalement à l'immensité et au vide de l'univers. Ce silence est l'exact opposé de la cacophonie des sons spatiaux dont nous avons parlé. Ils appartiennent à deux dimensions différentes, l'une faite d'ondes électromagnétiques, l'autre de vibrations mécaniques. L'être humain, perdu dans le cosmos, se retrouve à la frontière de ces deux mondes. S'il peut entendre l'univers grâce à ses instruments, ses propres oreilles, elles ne perçoivent que le vide. C'est sans doute ce contraste saisissant qui explique pourquoi le moindre bruit inhabituel marque autant les esprits. Dans un monde de silence absolu, le plus petit froissement résonne comme un cri. Faut-il avoir peur de ces sons? Absolument pas. Au contraire, ils devraient nous fasciner. Ils nous révèlent que l'univers n'est pas un espace froid et sans vie, mais un système dynamique, vibrant d'énergie et d'interactions complexes. Chaque son que nous captons est le témoin d'un phénomène grandiose, qu'il s'agisse de la danse des particules chargées dans le champ magnétique d'une planète, du cri d'agonie de deux trous noirs qui fusionnent, ou du battement de cœur régulier d'une étoile à neutrons. C'est la musique de la matière elle-même, interprétée par des instruments façonnés par la nature. Le fait d'avoir appris à l'écouter et à la comprendre est l'une des plus grandes prouesses de notre civilisation. Nous ne sommes plus de simples observateurs passifs, nous sommes devenus les auditeurs de l'univers. Et chaque nouvelle note nous rapproche un peu plus de ces plus grands mystères, comment tout a commencé, comment le cosmos évolue et ce qu'il attend demain. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez le ciel étoilé, imaginez qu'il n'est pas silencieux, mais habité par une symphonie invisible d'une puissance infinie. Revenons-en au titre de notre conférence, à cette expression.
ce qui rend les astronautes fous. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il s'agit bien sûr d'une exagération. Aucun astronaute n'a perdu la raison à cause de cette musique spatiale. Pourtant, ces mots traduisent parfaitement le choc et la fascination des premiers témoins de ce phénomène. C'était une expérience inédite qui venait briser l'idée fondamentale selon laquelle l'espace est un monde de silence absolu. Ce décalage cognitif, amplifié par le stress et l'isolement, a bel et bien représenté un défi psychologique de taille. Mais les astronautes ont relevé le défi avec brio. Loin de céder à la panique ou à une terreur mystique, ils ont affronté ce mystère avec la rigueur de véritables chercheurs. Leur expérience a d'ailleurs donné naissance à tout un pan de la radioastronomie et de la physique spatiale. Finalement, ce son de l'espace ne leur a pas fait perdre la tête. Bien au contraire, il a repoussé les frontières de notre savoir et nous a poussés à nous poser des questions encore plus profondes sur la nature même de notre univers. Imaginez les futures missions habitées vers des mondes lointains. Durant des années, les astronautes seront bercés par le bourdonnement mécanique incessant de leurs vaisseaux. Mais, et si nous pouvions transformer, en temps réel, les données captées à l'extérieur en une véritable signature sonore de l'espace? Plus qu'une simple source d'informations scientifiques, ce serait une fenêtre ouverte sur l'invisible. L'équipage pourrait alors entendre le vaisseau pénétrer dans la magnétosphère de Mars ou percevoir les nuances de la voix du vent solaire à l'approche de Jupiter. Une telle immersion romprait leur sentiment d'isolement en les connectant à un environnement vivant et vibrant. Au lieu du ronronnement monotone des systèmes de ventilation, ils écouteraient la symphonie imprévisible du cosmos, sans cesse renouvelée. Cette sonification du voyage pourrait devenir un précieux allié psychologique, transformant l'immensité silencieuse en une expérience fascinante et pleine de sens pour les futurs explorateurs de l'infini. Au fond, l'énigme de ce fameux son de l'espace illustre à merveille le fonctionnement de la démarche scientifique. Tout commence par une observation mystérieuse, un phénomène inexplicable. Très vite, les hypothèses fleurissent, allant des plus terre à terre aux plus farfelues. Chaque piste est examinée, on accumule les données, on multiplie les expériences. Petit à petit, l'étau se resserre. Le mystique s'efface pour laisser place à la compréhension. Ce qui paraissait surnaturel se révèle être le pur produit des lois de la physique, aussi complexes soient-elles. Le mystère ne s'évapore pas, il se transforme. On ne se demande plus « qu'était-ce ?», mais « comment cela fonctionne-t-il ?» Et c'est précisément cette question, bien plus féconde, qui nous mène vers de nouvelles découvertes. L'histoire de cette musique spatiale est un véritable roman policier. Ici, la communauté scientifique mondiale endosse le rôle de Sherlock Holmes, traquant le moindre indice dans les conditions les plus extrêmes que l'on puisse imaginer. Et le dénouement de cette enquête s'est révélé bien plus fascinant que les fictions les plus folles. Voilà qui conclut notre long voyage à travers les paysages sonores de l'univers. Nous avons découvert que cette mystérieuse musique, entendue par l'équipage d'Apollo 10, n'était ni un signal extraterrestre, ni une simple illusion d'optique. Il s'agissait en fait d'un phénomène physique bien réel, des interférences électromagnétiques liées au plasma que les instruments du vaisseau ont convertis en sons audibles. Nous savons désormais que notre système solaire regorge de telles sonorités et que les sondes voyagées nous ont carrément rapporté une véritable symphonie planétaire. Nous avons aussi mesuré l'importance du facteur psychologique. Dans l'isolement extrême et le stress de l'espace, le cerveau humain est capable de prouesses étonnantes, cherchant du sens et de l'ordre jusque dans le chaos acoustique. Enfin, nous avons fait la part des choses entre la science et le mythe. Aucun astronaute n'a perdu la raison à cause de ces phénomènes. Bien au contraire, leur sang-froid et leur professionnalisme nous ont permis de découvrir un univers vibrant et sonore.
Le mystère de la musique de l'espace n'était pas une énigme paranormale, mais un défi fascinant au croisement de la physique, de la psychologie et de l'ingénierie. Et sa résolution rend notre compréhension du monde encore plus passionnante. Merci infiniment d'avoir exploré ces secrets de la NASA avec moi. J'espère que cette présentation vous a enrichi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quels autres secrets insoupçonnés l'espace nous cache-t-il encore? Quelle sera la prochaine grande découverte qui bouleversera notre vision du cosmos? Partagez vos réflexions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Bonne nuit à tous et gardez les yeux tournés vers les étoiles.